Élection présidentielle renvoyée en 2018 en République du Congo, c'est bien le fruit de l'accord conclu entre le parti au pouvoir et une partie de l'opposition. Une décision d'ailleurs rejetée en bloc par l'opposition dirigée par Tshisekedi qui d'ailleurs appelle à une mobilisation de protestation demain mercredi. Eh bien, les soldats dans la rue en France, plus de 700 militaires se sont donc rassemblés en colère donc sur les Champs-Élysées. Ils décrivent leurs conditions de vie et de travail. Les revendications, c'est bien tout de suite dans ce journal. La course vers la Maison-Blanche se poursuit aux États-Unis. Et bien, à moins de 21 jours pour la présidentielle, le candidat des Républicains, Donald Trump, se retrouvant en bas des sondages, commence déjà par fustiger le système électoral, mais il continue par traîner son scandale de casserole de femmes. Nous en parlerons bien évidemment dans cette édition. Bonsoir à tous. Merci de nous choisir sur la radio-télévision d'État Santé à l'heure de cette édition consacrée à l'actualité sur le continent et dans le monde. C'est bien un accord qui ne reçoit pas pour l'instant la bénédiction de toute la classe de l'opposition congolaise, renvoyée la présidentielle, l'élection présidentielle d'ailleurs congolaise en 2018. Et voilà donc qui ressort de l'accord trouvé à l'issue du dernier dialogue politique au Congo, un accord bien évidemment qui n'engagerait, j'allais dire, que ses signataires selon une partie de l'opposition qui prévoit manifester dès demain. Démocratique du Congo ont trouvé un accord sur la date de la future présidentielle. Les partis ont convenu lundi que les élections présidentielles, législatives et provinciales seraient organisées dans un délai de 6 mois à compter de la convocation des scrutins le 30 octobre 2017. Le 29 avril 2018 a donc été retenu pour l'élection présidentielle. L'accord prévoit également la constitution rapide d'un nouveau gouvernement dont la tête reviendrait à l'opposition. L'autre frange de l'opposition conduite par Tshisekedi a fait savoir qu'elle ne prendrait pas en compte les résolutions adoptées à la sortie de ce forum. De plus, les pays de l'Union européenne ont menacé de prendre des sanctions contre Kinshasa au cas où la présidentielle serait organisée au-delà de l'année 2017. Cet accord devrait être signé mardi par les participants au dialogue. Et en Côte d'Ivoire, l'opposition qui rejette la nouvelle constitution adoptée par l'Assemblée nationale ivoirienne n'a que la rue pour se faire entendre. En fin octobre, les Ivoiriens vont devoir dire oui ou non à travers un référendum pour faire passer ou non la nouvelle constitution. Mais l'opposition, elle, compte faire rejeter la nouvelle constitution à travers des manifestations samedi prochain. 2 semaines avant la tenue du référendum, l'opposition ivoirienne appelle à manifester jeudi contre l'adoption de cette nouvelle constitution. Une marche du refus de l'humiliation, c'est l'appel lancé par les membres du FPI, tendance à Boudramane Sangaré. Cette branche du parti est en rupture avec la présidence dirigée par Pascal Affi-N'Guessan. Vendredi, ce dernier avait appelé au boycott du référendum prévu le 30 octobre prochain. Pendant que certains déplorent un projet de désaccord et de rupture sociale, le parti au pouvoir salue une loi qui permettra d'en finir avec le concept d'ivoirité. En outre, cette nouvelle constitution abolit l'âge limite pour se présenter et l'âge minimum est abaissé à 35 ans. Elle prévoit également la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président et d'un Sénat dont un tiers des membres sont nommés par le président de la République. Ce point est le plus critiqué par l'opposition, convaincue que le futur Sénat ne servira qu'à remercier amis et alliés. En Haïti, les populations attendent toujours de l'aide d'ailleurs après le passage meurtrier du typhon Mathieu, des aides d'ailleurs qui commencent par arriver mais qui se distribuent comme dans une véritable jungle, comme vous allez le voir dans ce reportage. Ils étaient des milliers d'Haïtiens massés sur le port de Jérémie pour recevoir l'aide apportée par ce navire néerlandais. Mais le bateau a été contraint de faire demi-tour sans déposer les 35 tonnes de matériel et de vivres destinés aux victimes de l'ouragan Mathieu. En cause, trop de monde, pas assez de mesures de sécurité et aucune organisation pour distribuer l'aide.
Près d'1,5 million d'Haïtiens ont besoin d'une aide humanitaire. 175 000 personnes sont sans. Au Niger, les autorités affirment avoir repoussé plusieurs attaques visant des prisons dans le nord-ouest du pays. Des prisons renfermant pour la plupart des djihadistes. Ces attaques sont devenues très fréquentes ces derniers jours dans cette partie du pays. Les autorités nigériennes affirment avoir repoussé une attaque à la prison de Koutoukale, située à une cinquantaine de kilomètres de Niamey. Au terme des affrontements, le bilan provisoire du ministère de l'Intérieur nigérien fait état de 2 blessés dans les rangs des gardiens de prison et d'1 mort parmi les assaillants. La prison de Koutoukale est réputée la mieux gardée du pays et elle accueille de nombreux djihadistes dont des membres de Boko Haram. Les attaques de prison sont fréquentes au Niger, un pays frappé de plein fouet par le climat d'insécurité qui règne dans toute la bande sahélienne. Le 30 octobre 2014, un groupe armé avait attaqué la prison de Oualam, à 100 km au nord de Niamey, et libéré plusieurs détenus. L'attaque de la prison de Koutoukale intervient quelques jours après l'enlèvement d'un travailleur humanitaire américain qui, croit-on, a été emmené au Mali voisin. Et au Brésil, les détenus forment une sorte de rébellion dans de différentes prisons. Vous allez le voir, leur stratégie utilisée, c'est de mettre très généralement du feu aux bâtiments de prison, cela sur toute l'étendue du territoire. Les derniers incendies des prisons faisaient au moins 18 personnes carbonisées. Lundi soir, pénitencier Franco d'Aroncha, en grande banlieue de São Paulo. Une cinquantaine de détenus s'échappent de l'aile psychiatrique de la prison après avoir mis le feu. Moins d'une vingtaine de détenus sont rattrapés par la police. C'est la 3e rébellion en milieu carcéral au Brésil en moins d'une semaine. À plusieurs milliers de kilomètres de là, 2 établissements se sont embrasés dans 2 États de la région amazonienne. 18 morts au total. À Porto Velho, lundi, 8 détenus ont été tués, leurs corps carbonisés, 2 autres ont été gravement blessés. La veille, une émeute dans l'enceinte du pénitentiaire agricole de Boa Vista a fait 10 morts. Certains détenus ont été décapités avec des bouts de bois arrachés au mur. 2 factions rivales sont aux prises, le premier commando de la capitale et le commando Vermeil, qui agissait de concert dans le trafic de drogue notamment depuis 20 ans. Mais vendredi, c'est la rupture. Les premiers ont donné l'ordre de tuer les seconds dans toutes les prisons du pays. Une centaine de parents venus en visite au parloir sont pris en otage. Là où j'étais, c'était calme, mais de l'autre côté, il y avait des bruits d'explosion, des tirs. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes là-bas. La police met plusieurs heures avant de libérer les otages et de faire revenir le calme. La sécurité publique dans tout le Brésil est préoccupante parce que le crime organisé est davantage organisé aujourd'hui. Il contrôle presque toutes les unités de prison du pays, d'où il commande aussi le crime à l'extérieur. En 2015 déjà, l'ONG Human Rights Watch pointait les risques d'une surpopulation carcérale dans des prisons vétustes grevées par la corruption et les liens du crime. Parlons d'un calme précaire à présent en Syrie. Les armes se taisent un peu sur les villes syriennes pour la première fois d'ailleurs depuis le mois de septembre. La région, le régime de Bachar al-Assad et ses alliés d'ailleurs évoquent plutôt une raison humanitaire, d'où il faut une trêve pour véritablement relancer les négociations. Le silence sur Alep. Pour la première fois depuis le 22 septembre, les civils n'ont plus à craindre les bombardements. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la Russie avec la suspension des raids de son aviation et de celle de Bachar al-Assad dès ce mardi. Aujourd'hui, à 10h du matin, les frappes des aviations russes et syriennes ont cessé dans la région d'Alep. La suspension anticipée des bombardements facilitera la pause humanitaire prévue pour le 20 octobre. Elle permettra la sortie en toute sécurité des civils via 6 couloirs humanitaires et l'évacuation des blessés de la partie est d'Alep. Lundi, Moscou avait annoncé une trêve pour ce jeudi, mais de 8 heures seulement, un peu court selon l'ONU et l'Union européenne. Bien sûr, c'est une étape positive. Mais ce que nous disent les agences humanitaires, c'est que 12 heures de trêve seraient nécessaires. Donc je crois qu'il y a encore un peu de travail pour trouver un terrain d'entente. Cet arrêt anticipé des bombardements doit également aider au succès des discussions qui débutent ce mercredi à Genève. Des pourparlers menés par les États-Unis et la Russie, en présence de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite.
Ils doivent permettre de déterminer quels groupes de combattants sont considérés comme terroristes et lesquels font simplement partie de l'opposition dite modérée à Bachar al-Assad. C'est l'un des principaux points d'achoppement dans les négociations de paix pour la Syrie. Irak, l'offensive contre les combattants de l'État islamique à Mossoul se poursuit, mais l'intensité des combats fait déjà craindre une catastrophe humanitaire selon les organisations de défense des droits humains. Les villes et d'ailleurs bastions depuis là des États islamiques commencent déjà par tomber, comme vous allez le voir dans ce reportage. L'avancée des combattants kurdes se fait au milieu de larges colonnes de fumée noire. Les djihadistes de l'État islamique mettent le feu au gisement de pétrole avant de reculer vers le centre de Mossoul. Officiellement, l'Irak a repris le contrôle d'une vingtaine de villages depuis hier. Mais les combats sont durs, intenses. Et la détermination des membres de Daesh immense. Ce blindé irakien à gauche de l'image est détruit par une attaque suicide. Beaucoup prédisent une bataille longue et difficile, mais pas question de l'évoquer franchement. Daesh est en train de s'effondrer. Leur morale est vraiment très bas. Nous avons des informations comme quoi beaucoup d'entre eux sont en train de fuir Mossoul. Ils fuient la ville avec leur famille et tout ce qu'ils possèdent. Comme dans tout conflit, la propagande émane des deux camps. Ici, des images bien banales du centre de Mossoul, fournies par le prétendu État islamique. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre et tout va bien. Les gens sont dehors, nous avons été au marché. Il resterait environ 4000 combattants à Mossoul. Pour les déloger, la coalition internationale ne se contente plus de frappes aériennes, mais fournit aussi un appui au sol très concret, comme ses artilleurs français. Et les soldats qui sont en colère en France et plus de 700 militaires se sont donc rassemblés hier nus, en colère d'ailleurs, sur les Champs-Élysées. Ils décrient bien évidemment leurs conditions de vie et de travail. Les revendications, vous allez le voir tout de suite dans ce reportage. Un cortège de voitures de police qui défile, tout gyrophare dehors. La colère des policiers sur les Champs-Élysées. Ils sont 500 à s'être réunis en pleine nuit. Un mouvement spontané à l'appel d'aucun syndicat qui s'achève au pied de l'Arc de Triomphe sur cette Marseillaise. Une manifestation inédite pour crier leur ras-le-bol. Nous, on est dehors, on prend des risques tous les jours. On a des familles, on a des enfants pour la plupart. Et le soir, à 4h30, on se demande si on va rentrer chez nous, ou si on va d'abord passer par la case hôpital, ou si on ne va pas rentrer du tout. Donc à un moment donné, on dit stop. Le rassemblement a débuté un peu plus tôt dans la soirée devant l'hôpital Saint-Louis. L'un de leurs collègues, grièvement blessé il y a 10 jours à Viry-Châtillon, y est toujours hospitalisé. Manifestation de soutien et aussi, selon eux, pour dénoncer l'absence de réponse à la hauteur. On en a marre d'entendre encore des collègues se faire agresser, etc. Et que derrière, on ait l'impression que ce soit que de l'émoi, de l'empathie du gouvernement sans vraiment réelle réponse. Pour avoir manifesté, ces agents s'exposent à des sanctions. Dans ce communiqué, la direction de la police nationale dénonce le comportement qualifié d'inacceptable des policiers, soumis, rappelle-t-elle, au devoir de réserve. En moins de 21 jours de la présidentielle américaine, Donald Trump, le candidat des Républicains se trouvant en bas des sondages, parle déjà d'un système électoral truqué aux États-Unis, mais il traîne toujours, vous le savez bien, ses casseroles de scandales de femmes. Donald Trump est en perte de vitesse dans les sondages. Tous les moyens sont donc bons pour récupérer son retard. De l'embrassade sympathique des enfants lors d'un meeting électoral aux petites phrases assassines. Lors de sa dernière sortie, il a carrément affirmé dans un tweet qu'il y aurait une fraude à large échelle lors de l'élection à venir. Il y a tant de villes corrompues et les fraudes aux électeurs sont fréquentes. Un bureau d'études a récemment montré que près de 24 millions d'inscriptions de personnes sur les listes d'électeurs aux États-Unis ne sont pas valables ou suffisamment précises, soit un électeur sur 8.
Ce qui plombe Donald Trump dans les sondages, c'est évidemment cette vidéo où il explique ses méthodes de séduction des femmes, tout en légèreté. Quand tu es une star, elle se laisse faire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu les attrapes par là. Tu fais ce que tu veux. Sa femme, justement, Melania, a décidé de venir à son secours sur ce dossier chaud. Elle ne lui trouve pas l'excuse, mais veut passer à autre chose. Ces mots étaient très offensants pour moi. Et ils étaient inappropriés. Il m'a présenté ses excuses, je les ai acceptées. Et maintenant, on va de l'avant. En tant que femme, qu'avez-vous pensé en entendant cette vidéo ? Ce n'est pas l'homme que je connais. Elle en rajoute aussi une couche sur le côté chasse aux sorcières dont serait victime Donald Trump. Les médias ne feraient aucun cadeau à son mari, à elle non plus d'ailleurs. Ils ont commencé dès le début de la campagne en publiant des photos de moi lorsque j'étais encore mannequin, en demandant « C'est ça que vous voulez comme femme du président ?» J'étais mannequin et je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai travaillé dur. Mais malgré tous ces efforts, la vidéo où Trump se lâche sur les femmes continue à marquer les esprits. Le présentateur télé qui l'accompagnait sur la vidéo a été viré par la chaîne NBC. Petit détail, il s'appelle Billy Bush et c'est le neveu de l'ancien président américain. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais on se quitte à présent sur l'essentiel dans les titres. Retenez que l'élection présidentielle au Congo est donc renvoyée en 2018 selon l'issue du dialogue politique, le dernier d'ailleurs dans le pays. Une conclusion d'ailleurs qui ne satisfait pas la majeure partie de la classe de l'opposition qui prévoit descendre dans la rue. Les soldats dans les rues de la France, plus de 700 soldats se sont donc mobilisés en colère d'ailleurs sur les Champs-Élysées. Ils décrivent leurs conditions de vie et de travail. Nous avons vu les revendications formulées dans cette édition. Et la course vers la Maison-Blanche qui se poursuit aux États-Unis d'Amérique en moins de 21 jours pour la présidentielle. Le candidat des Républicains, Donald Trump, décrit déjà le système électoral américain et sans bien sûr compter les casseroles de femmes qu'il traîne derrière lui. Merci d'avoir été des nôtres. Restez toujours avec nous sur la radio-télévision d'État Santé. Agréable nuit à toutes et à tous.